Bienvenue à cette table ronde consacrée aux tendances de l'entrepreneuriat. Je suis Michel Gèze, je suis responsable du centre de formation des professionnels de l'accompagnement, BPI France Création, également responsable d'un centre de ressources en ligne sur le site internet bpifrancecreation.fr. Peut-être que si vous n'avez pas suivi les différentes actualités, ça fait depuis janvier que les services de l'AFE, l'Agence France Entrepreneur, dont je faisais partie, a été repris par BPI France. Donc, vous nous connaissiez peut-être plutôt sous cet intitulé. Alors, je vais avoir la chance d'animer cette table ronde consacrée donc aux tendances de l'entrepreneuriat. Les connaître pour mieux les accompagner, parce que c'est toujours dans ce côté pratique que les professionnels de l'accompagnement doivent se poser des interrogations sur leurs propres activités, leurs propres professions. Et donc, autour de moi, je suis très bien accompagné, comme vous le voyez. Je vais leur demander de se présenter, mais il y a Marie Gomez-Bresse, Laura Streleski et Olivia Bordarier. Alors, Frédérico, s'est excusé, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais je vais demander à chacune d'entre elles de se présenter, et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Je commence donc. Je suis Laura Streleski, je suis multi-entrepreneur et aujourd'hui je viens sous ma casquette de fondatrice de La Collab, qui est un collectif de freelance plutôt spécialisé dans tous les métiers du marketing, de la communication, du digital. On est implanté à Toulouse, on est à peu près 45 freelance à s'être regroupés sous ce collectif pour mieux accompagner nos clients. Et on se développe aussi donc à Barcelone et à Paris. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, je suis Olivia Bordarier. J'ai été pendant 10 ans dans les ressources humaines dans les chambres de commerce, donc le milieu consulaire que je connais bien. Et aujourd'hui, je suis à mon compte en tant que consultante RH. Donc je suis solopreneur. Et ma spécialité, c'est surtout l'expertise sur comment on fait pour concilier sa vie professionnelle et personnelle. Bonjour, moi je suis Marie Gomez-Bresse, je suis enseignant-chercheur en entrepreneuriat. Je suis donc professeure associée à l'EDC Paris Business School, qui est une école de commerce comme son nom l'indique, avec une forte spécialisation en entrepreneuriat, puisqu'on a un taux de réussite de création de projets à l'issue de la formation qui est supérieur à 25%. Et donc du coup, je suis spécialisée sur les profils d'entrepreneurs. Et donc mon intérêt, c'est de voir quelles peuvent être les relations entre les profils et puis derrière les pratiques, les performances, la croissance, les comportements des entrepreneurs. Voilà. Eh bien, merci. Comme vous le voyez à l'écran, du solo au slowpreneur. Alors, si je vous parle de micro-entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs solo, c'est des choses qui vous parlent, professionnels de l'accompagnement, puisque c'est un public qui existe depuis très très longtemps, qui a eu tendance à se développer avec le boom de l'auto-entrepreneur. Cependant, différentes tendances se sont profilées à l'horizon, et c'est pour ça que le titre a son importance. On voit apparaître des entrepreneurs qui sont plutôt des slowpreneurs, qui sont quelque peu en décalage peut-être avec d'autres profils comme les start-upers, où l'obligation d'agir vite, de croître vite, sont un petit peu en décalage avec cette notion de slowpreneur. Alors pour lancer les débats, moi je vous propose une petite vidéo, une courte vidéo, moins de 3 minutes, d'un documentaire qui est passé il y a très peu de temps sur France 5, qui s'intitule « Les aventuriers du travail nomade ». Et ce qui va vous être présenté, c'est le témoignage de Stéphane, un digital worker. Le panorama, il est sympa. Ouais, regarde, j'ai travaillé face à un canyon avec des cascades. Sous les yeux. Il y a un meilleur point de vue d'ici. Que vous entendez? Ce geek autodidacte, né avec les premiers ordinateurs,
conçoit des outils digitaux haut de gamme, des logiciels et des sites internet qu'il vend à des entreprises privées comme à des administrations. Il y a des clients qui préfèrent me savoir à l'autre bout du monde qu'à Paris. Tu es quand même plus à la disposition et, du client, tu es quand même plus disponible en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que les gens pensent toujours que je suis en vacances, mais non. Stéphane n'a qu'une seule contrainte. Trouver l'emplacement où il peut capter le réseau internet pour assurer ses rendez-vous clients. Salut François. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? J'ai un point de vue qui est quand même assez sympa. Je suis en Islande, toujours. Et je suis devant une des plus belles cascades du pays. J'ai vu ton mail passer hier. J'ai vu que tu avais transmis aux clients pour le dispositif de formation e-learning pour l'INSEP. Salut. Merci François, ciao. On arrive à jauger le client qui va être un petit peu ouvert d'esprit, qui va pouvoir comprendre et qui ne va pas avoir peur et vous faire confiance facilement par rapport à ça. Mais les mentalités sont en train de énormément bouger depuis ces dernières années, et notamment dans nos métiers. Et aujourd'hui, les gens comprennent quand même de mieux en mieux et de plus en plus que tu n'as pas besoin d'être physiquement à Paris. Donc on va ouvrir le toit. Ce bureau virtuel est aussi une seconde maison pour cet aventurier qui n'a pas peur de voyager en solitaire. Ok. Maintenant on installe le lit. C'est 2 planches. Tac. Sa vie de digital nomade, Stéphane la gagne tous les jours. Il doit fidéliser ses clients, assumer les sacrifices et les incertitudes d'un statut de freelance sans garantie de salaire ni de contrat. Tu as des années fastes, puis tu as des années où tu suces des cailloux. Tu vois, je préfère, moi, contrôler mon propre bateau, mon propre destin, que d'avoir un train-train quotidien dans lequel t'es pas épanoui et dans lequel où t'as pas les clés de ton propre chemin, quoi, finalement. Ça va dépendre des patrons, ça va dépendre de leur stratégie, ça va dépendre d'un tas de choses. Bon, là, au moins, c'est ton chemin, c'est tes stratégies, c'est tes... Voilà, moi, je préfère largement ça. Voilà, je vous avais dit c'était une courte vidéo. C'est terminé. Marie, voilà. Stéphane, qu'on vient de voir à l'écran, est-ce qu'il répond à la définition de l'entrepreneur lifestyle? Alors oui, dans les émissions, on a toujours tendance quand même à montrer les profils plutôt jusqu'au boutiste, voire presque caricatural, hein, comme type d'idéal type. Mais Stéphane est lifestyle parce que l'entrepreneur lifestyle, c'est un entrepreneur qui va chercher à inscrire son projet professionnel dans son projet de vie et non l'inverse. Donc clairement ici, hein, on s'aperçoit que, bon, a priori, son projet de vie, c'est de parcourir le monde et qu'il peut le faire grâce à la structure qu'il a choisi de créer. Donc en ce sens, il est lifestyle. Après, peut-être que... alors, je ne pense pas que les 28% dans les derniers stats INSEE, là, on a une augmentation des statuts de micro-entreprises de 28% sur les 3 dernières années chaque année et de 20% sur les entreprises individuelles. Je ne pense pas qu'ils soient tous autant jusqu'au boutiste que Stéphane. Néanmoins, il y a beaucoup d'entrepreneurs, micro-entrepreneurs et entreprises individuelles qui sont créés ces dernières années. Il y a un mouvement, comme tu l'as dit en introduction, et il y a une accélération de ce mouvement-là. Et en termes de portrait robot, puisque tu disais qu'on n'était pas vraiment en cohérence totale avec... c'est vrai qu'il était extrémiste, hein, parce que je vous invite à le découvrir en entier, ce reportage. Il est vraiment très très bien fait, et surtout il y a un débat ensuite qui est très intéressant. Donc vous le retrouverez certainement sur les plateformes de France Télévisions, mais c'est vraiment très intéressant.
et jusqu'au botisme, puisqu'en fait, il passe plus de 7 mois en voyage. Et il reste en contact avec ses clients à distance. C'est pour ça que le choix des clients a son importance, parce qu'il faut qu'ils acceptent aussi que la personne ne soit pas visuellement devant eux. Et il a de très gros clients. Le portrait type de l'entrepreneur lifestyle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, simplement, juste pour rebondir sur le dernier point que tu viens d'évoquer, effectivement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis le développement de ce type de profil, puisque forcément, ce sont des entrepreneurs qui vont choisir un projet de vie et donc d'inscrire leur projet de vie, comme je l'ai dit, dans leur projet professionnel dans leur projet de vie, et qui vont souvent, du coup, quitter les grandes agglomérations, se retrouver dans des zones peut-être plus rurales, ou parcourir le monde, ou alors justement partager leur temps de vie sur plusieurs territoires. Et donc du coup, sans les nouvelles technologies, de base, ça n'aurait pas été possible. Alors, globalement, sur les premières études qui ont été menées, la moyenne d'âge, c'est 38 ans. L'entrepreneur lifestyle, il va avoir une ou deux premières expériences avant, et il a souvent acquis une expertise dans un domaine particulier qu'il combine à une passion. La passion, c'est quelque chose qui anime vraiment l'activité de l'entrepreneur lifestyle et qui va lui permettre, combiné à cette expertise, de pouvoir développer un ou plusieurs métiers. J'en dis pas plus parce qu'a priori, il y a une personne ici représentante qui pourra nous en dire un peu plus sur cette capacité à développer plusieurs métiers autour d'une expertise. Dans son fonctionnement, l'entrepreneur lifestyle, il va chercher autonomie et indépendance, puisqu'il est centré sur son projet personnel, peut-être une meilleure gestion du temps, de la vie de famille. Et donc, pour arriver à tout cela, il va souvent être sur un statut, effectivement, micro-entrepreneur ou entreprise individuelle. Donc, on va beaucoup retrouver les entrepreneurs lifestyle dans des profils solopreneurs. Un peu plus ou c'est comme tu comment dire, oui, on peut en dire encore un peu plus. Sur ces profils-là aussi, ce qu'on peut observer, c'est que ils vont être à la recherche, et ça va de pair avec les évolutions sociétales que l'on constate, et ça fait le pont avec la deuxième séquence de la table ronde, c'est-à-dire que dans ces évolutions sociétales, il y a une recherche de valeurs égalitaires, il y a une recherche une quête de l'éthique, de retour aux valeurs, etc. Et donc l'entrepreneur lifestyle, il est vraiment sur quelles sont les conséquences de mon activité professionnelle sur ma famille, mon projet de vie, l'environnement et les conséquences sociétales. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ces types de profils. Conséquences sur l'activité professionnelle, eh bien, on va être sur des gens qui vont préférer la mise en place de partenariats avec d'autres lifestyles ou pas. Ça peut être d'autres types d'entreprises avec des start-upers ou autres, mais en tout cas des partenariats plutôt que d'avoir une croissance interne avec l'embauche de salariés, parce que bien souvent ils cherchent quand même cette autonomie, cette indépendance. Ils n'ont pas envie de rentrer dans une relation hiérarchique. Ils vont préférer partager des activités avec des alter-ego qui développeront eux-mêmes leur propre structure. Voilà. Si, comment dire, on peut les apparenter à des slowpreneurs, où l'on prend son temps pour développer sa propre activité, mener son chemin, comme le disait Stéphane, est-ce qu'on n'est pas à contre-courant avec justement d'autres profils d'entrepreneurs comme les start-upers ? Je serais tenté de dire que l'objectif n'est pas tout à fait le même, l'objectif recherché, mais qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut quand même comparer ? Est-ce qu'il y a des choses qui les rassemblent ou des choses au contraire qui les éloignent ? Alors, il y a quand même l'envie d'entreprendre dans tous ces profils. La principale distinction, la principale différence, c'est la motivation, le pourquoi je crée. Et c'est valable pour tous les types de profils, pas que entre lifestyle et start-upper. Et puis la deuxième grande différence, ça va être la relation à la croissance. Un start-upper, il va rechercher la croissance, il va rechercher à grandir vite, il va même parfois rechercher à revendre très rapidement le projet.
Alors que le lifestyle, il est tout dans l'inverse. Il va être dans la recherche de la pérennité, de l'indépendance. Donc là-dessus, il y a une très grande distinction. Par contre, sur l'envie d'entreprendre, sur le démarrage, j'ai besoin de créer, donc quel est mon marché, etc. Il y a des questions similaires qui vont se poser dans la démarche même du démarrage. Oui, j'ai envie de rebondir. En fait, pour moi, être solopreneur, c'est se laisser la liberté de vivre sa vie et de travailler de la manière dont on le souhaite. Donc pour moi, il y a des solopreneurs qui sont en effet slowpreneurs, parce que je pense que pour être slowpreneur, c'est une des meilleures solutions qui existent aujourd'hui, c'est peut-être de faire du soloprenariat, puisque on est libre d'organiser comme on le souhaite. Par contre, il y a aussi des solopreneurs qui ont des vies où le travail a une place très importante et qui prend beaucoup de temps aussi. Je pense notamment à des développeurs web qui vont être solopreneurs, mais qui vont travailler peut-être 15 heures par jour sur le développement pour un client. Donc je pense qu'il y a les deux profils aussi dans le soloprenariat. Oui, puis ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'en termes d'accompagnement, on n'est plus du tout sur la même chose, puisque les start-upers, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement technique, avec des moyens financiers, pour se développer vite, pour aller loin, alors que le solopreneur, comme c'est pas que sa priorité, son activité professionnelle, bah lui, il est prêt à aller beaucoup plus doucement. Lui, il est prêt à ce qu'on lui parle d'humain, qu'on lui dise comment on peut l'accompagner, mais d'un point de vue humain, dans son projet de vie. Et du coup, l'approche d'accompagnement est plus du tout la même. Il n'attend pas de la technique, il attend plus qu'on parle de personne à personne. Et donc, du coup, en termes d'accompagnement de ces slowpreneurs vis-à-vis de start-upers, est-ce que vous avez des pratiques que vous avez repérées? On en parlera tout à l'heure avec la collab, mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui semblent ressortir de vos échanges avec ces solopreneurs? Alors, je crois qu'il est important de souligner ce que vient de dire Laura, c'est que dans le solopreneur, il peut y avoir des profils complètement différents. Donc, solopreneur et slowpreneur, c'est différent. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les pratiques d'accompagnement, je crois qu'il faut revenir à l'objectif. On était sur une société centrée sur l'organisation, on est sur une société qui se centre sur l'individu. Hein. Donc de la même façon qu'on dit qu'on passe de la société, du salariat à l'entrepreneuriat, eh bien on passe de l'organisation à l'individu. Et de fait, on va avoir des modes d'accompagnement qui vont être plus centrés sur l'individu, donc avec davantage de spécialisation ou de customisation, comme on pourrait dire. Et c'est vrai que ça demande, à mon avis, de repenser collectivement et au niveau supra le système d'accompagnement pour ces types d'organisations, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Quand on prend, je parlais tout à l'heure des stats INSEE, quand on prend les stats INSEE des 3 dernières années sur la création d'entreprises, les entreprises à statut SARL, SAS, etc., c'est simplement 2% d'augmentation, c'est 20% sur l'entreprise individuelle, 28% sur la micro. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une forte tendance à aller de plus en plus là-dessus, et donc il va falloir à un moment donné se dire que ce n'est pas une mode, se dire que ça s'inscrit dans un minimum de temps et que ça va durer quelques temps. Donc il va falloir faire avec, même si pour certains partenaires et certaines parties prenantes, ça peut peut-être être difficile à entendre, parce que moi j'entends derrière, oui mais nous on a envie pour le territoire d'entreprises qui créent de l'emploi, etc. Alors ça ne veut pas dire, être lifestyle, qu'on ne crée pas d'emploi. On ne les crée pas directement, mais on les crée indirectement. Ça ne veut pas dire qu'on ne crée pas d'activité ou de valeur. Non, on crée de la valeur et de l'activité sur le territoire. Mais tout ça, c'est à repenser. Et c'est à repenser dans une vision plus globale de l'activité. Et notamment aussi, ça nous demande de repenser nos systèmes, et on en parlait hier, d'évaluation. C'est quoi les critères de réussite? C'est quoi les critères d'évaluation? Qu'est-ce qui est important pour le territoire? Ok, l'emploi. Donc, de quelle façon on va créer de l'emploi sur le territoire? De quelle façon on va créer de l'activité? Comment ils font vivre le territoire, les commerces locaux, etc. Donc, il y a une vision globale à intégrer, je pense. Je pense que le KPI, justement, de l'emploi est voué à évoluer, en fait. Je pense que demain, sur plein de métiers, il y aura en fait même plus de personnes qui voudront forcément le faire en salarié,
ou en tout cas, il y aura une proportion qui va s'inverser. Et ça, à la fois pour les entreprises et à la fois pour ceux qui travaillent, il faut qu'on l'intègre le plus rapidement possible, parce que finalement, ça serait pour des entreprises se priver de talent et d'expertise qu'ils pourraient avoir en sous-traitance et qui va chercher forcément à recruter, mais peut-être que ces profils-là n'ont pas envie d'être recrutés. Donc c'est aussi ça. Et juste un petit point sur les stats, sur le statut micro-entrepreneur. Moi, je fais toujours très attention quand même parce qu'il y a une grande part des personnes qui créent le statut de micro-entreprise pour avoir un complément de revenus par rapport à leur statut salarié. Et finalement, ça crée sur le marché des personnes qui vont avoir un projet professionnel en soloprenariat beaucoup moins long-termiste, on va dire. Et ça, là, à mon avis, le Supra devrait prendre en compte cela parce que ça peut créer aussi des déséquilibres par rapport à ceux qui, eux, s'investissent sur le long terme. C'est exactement ça, puisqu'en fait, on peut regarder et observer qu'en même temps, la part des slashers, ceux qui ont une multitude d'activités, pluriactivités, se multiplient. C'est exactement ce que tu disais à l'instant. Et la question qu'on peut se poser, c'est que ces pluriactifs, qui ont bien souvent une activité salariée, on va dire alimentaire, mais à côté d'autres activités, soit liées à leur passion, soit à l'aspiration, à la recherche quelque part d'un bien-être, comment on peut être amené à les accompagner, puisqu'ils ne sont pas forcément disponibles à tous les moments que peuvent proposer les organismes d'accompagnement. Alors, certains ont commencé à mettre en place des dispositifs d'ouverture un petit peu plus étalés pour pouvoir les recevoir et les accompagner. D'autres développent des outils de manière à pouvoir, ne serait-ce que de la téléconférence avec certains de ces porteurs de projets. Mais jusqu'où peut-on aller? La question peut rester posée. Est-ce que d'ailleurs tous les besoins de ces slashers trouvent en face des offres de services des différentes structures d'accompagnement? Tout ça, c'est étroitement lié, mais on peut se poser la question. Tu disais à l'instant qu'il faut aussi qu'il y ait une évolution des pratiques en matière du financement de l'accompagnement qui vient du plus haut, mais est-ce que tout cela répond aux besoins de ces slashers? C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait avoir une approche collective. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question aujourd'hui avec ce type de profil, est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement? Quel type d'accompagnement? Comment on peut fonctionner ensemble? Et quel est notre objectif? Parce que, je le disais tout à l'heure, mais l'accompagnement, il doit vraiment être individualisé parce qu'avec un même projet, chacun peut en faire un même projet, chacun peut en faire une structure complètement différente, puisqu'on a tous des visions différentes, des objectifs et des motivations différentes. C'est une superbe transition parce que justement, tu parlais à l'instant du collectif. Mais est-ce que l'une des réponses à cela, c'est justement, puisqu'on parle de solo, la recherche de développement et d'accompagnement, d'accomplissement ne passe pas par le collectif? Et donc, la collab, est-ce que c'est un exemple pour pouvoir répondre à ces besoins? En fait, alors moi quand j'ai créé la collab, donc le collectif, j'étais moi-même solopreneur. Et je pense que les collectifs qui se créent, c'est de se dire bon, on va peut-être pas attendre que les services publics, enfin l'État, etc. structurent tout ça. On a besoin d'avancer, de se structurer, d'être accompagné, etc. Donc on va créer des entités ad hoc qui vont le faire et on va regrouper nos forces, nos énergies, nos compétences pour pouvoir le faire. Donc la collab, par exemple, nous, je sais qu'on contribue avec d'autres acteurs du freelancing en France, notamment à Paris, sur par exemple les enquêtes liées au chômage. On a déposé au ministère tout un dossier pour faire en sorte que les freelances qui souhaitent cotiser au Pôle emploi le puissent, etc., pour enlever un peu cette précarité. Donc ça, c'est des actions qu'on peut mener en collectif et il faut que tout ça s'organise un petit peu.
Après, donc à la collab, on a plusieurs façons d'accompagner les freelances, un petit peu en fonction de leur stade de développement et leur projet comme professionnel, puisque je parle beaucoup de carrière professionnelle en freelance, parce que des fois on entend seulement en salariat, alors qu'on peut avoir une carrière en étant solopreneur. Et vraiment, là, les outils, donc ça va être déjà de mettre en commun des ressources, se dire qu'ensemble on est plus fort. Garder toujours la liberté et l'individualité de chacun, parce que c'est pour ça qu'on est solopreneur et il ne faut pas l'oublier, mais se dire qu'ensemble on va être plus fort et qu'on va partager des outils de communication. Par exemple, nous à la collab on a un Slack, donc, qui est une messagerie d'entreprise sur lequel on peut échanger sur plusieurs sujets, donc que ce soit des sujets expertise métier ou finalement que ce soit des sujets plus liés à notre activité, à notre quotidien, etc., des sujets de développement personnel. Je pense que quand on est sur un solopreneur, il a tous ses soft skills à développer, et du coup l'accompagnement en développement personnel, c'est des métiers qui arrivent petit à petit, mais qui sont aussi en réponse à ces solopreneurs. Après, on a des outils, des événements, se rencontrer, bien sûr, c'est quelque chose d'important. Le collectif va permettre aussi de pouvoir répondre à des besoins clients plus importants. Moi, j'ai des digital nomades aussi avec moi qui partent parfois 4-6 mois à l'étranger. Et le client, pour revenir dans la réalité, le client il dit ok, très bien, tu continues à faire l'opérationnel, le suivi. Par contre, moi, je veux quelqu'un en relation client sur place, que si on doit faire un point physique, et quelqu'un à un moment donné qui puisse déplacer. Le collectif, c'est ça. C'est qu'il y a toujours un collègue, autre chef de projet, qui pourra reprendre la main, ou un autre graphiste qui pourra intervenir. Donc c'est quand on tombe enceinte, quand on est une femme, c'est aussi, quand on est solopreneur, si on n'a pas de contrat, on n'a pas d'argent. Donc du coup, c'est bien d'être en collectif pour, par exemple, maintenir un portefeuille client. Et ensuite, nous, on a aussi toute une offre pour les personnes qui se lancent en freelance. Qui accompagnent, on a deux profils, on a des profils de gens qui sortent d'études, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté des étudiants, des jeunes, j'enseigne pas mal en études supérieures, ils veulent vraiment se lancer à leur compte, mais ils n'ont pas... Ils ne se rendent pas compte un petit peu de tout ce qu'il faut comme bagage, réseau, expérience pour arriver à surmonter toutes les étapes. Et après, il y a ceux qui ont fait, qui ont à peu près 38 ans, je pense que c'est représentatif, qui ont eu plusieurs expériences professionnelles, qui ont envie de se lancer à leur compte pour avoir l'autonomie, la liberté de faire les projets qu'ils veulent, avec les motivations qu'ils ont, etc. Et eux aussi, quand même, le grand bain dans le soloprenariat, il est pas, même s'ils ont beaucoup d'expérience professionnelle, il n'est pas forcément évident, parce qu'on se remet dans une situation de précarité. Quand on a bien gagné sa vie pendant un moment et puis qu'on n'arrive pas à faire entrer directement des clients, c'est beaucoup de remise en question et toujours pareil, nécessité de développement personnel. Du coup, nous, on a un incubateur de freelance, donc c'est des programmes d'accompagnement de 6 mois où on mentor en fait les nouveaux freelance pour que leur entrée dans le milieu de l'entrepreneuriat se passe le mieux possible et surtout qu'on leur trouve leur premier client. Ce que je voudrais rajouter, c'est vrai que la difficulté, c'est aussi de capter ce public de solopreneurs. Parce que comme ils n'ont pas vraiment besoin d'un accompagnement financier, souvent ils n'ont pas besoin de fonds d'investissement, etc., ils ne vont pas avoir le réflexe d'aller vers les accompagnements dits institutionnels. Il y a même des fois une sorte de rejet de ces accompagnements-là, parce qu'ils se disent, moi je veux ma liberté, je ne veux pas rentrer dans un carcan, je ne veux pas qu'on me dise, il faut faire comme ci, comme ça, et voilà, je veux avoir ma liberté. Et donc la grande difficulté, c'est pour ça qu'il y a ces plateformes qui se développent, c'est de réussir à capter ce public-là et de proposer des services qui vont répondre à leurs besoins. C'est comme ça qu'ils vont revenir vers un accompagnement plus institutionnel quelque part, parce qu'ils vont se rendre compte de la valeur ajoutée que ça a pour eux. À la collab, tu fais appel à des partenariats avec des organismes d'accompagnement classiques ou c'est quelque chose qui est développé entre vous? Alors, on a énormément de partenariats avec la collab. Le plus gros des synergies, de l'entraide, c'est quand même entre solopreneurs. C'est là quand même le plus gros. Après, on a pas mal de partenariats plutôt pour essayer de développer la clientèle, on va dire, de la collab.
Donc on a des partenariats justement avec des incubateurs et des start-upers, etc. On fait des partenariats aussi avec des acteurs du freelancing. Je ne sais pas si vous connaissez WeMind, qui est un des acteurs qui s'occupe de sécuriser mutuelles, sécuriser l'accès au logement. C'est moi. Bon, je continue quand même. Et du coup, j'en parlais ce matin au téléphone avec une personne de Mouv'J, qui a aussi un programme d'accompagnement et de mentorat. Et je lui disais que finalement, les solopreneurs n'avaient pas accès à ces programmes d'accompagnement, que c'était toujours très orienté start-up et ceux qui veulent faire de la croissance rapide, etc. Et que c'est difficile de trouver des partenaires, en tout cas publics, qui peuvent proposer ce type d'accompagnement aujourd'hui. Donc on se le fait nous, quoi. Je n'ai plus de micro. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué ensemble, c'est justement pour les solopreneurs ou les solos plus largement, c'est bien souvent la conciliation de la vie professionnelle et du projet professionnel et de la vie privée. Donc, Olivia, peux-tu nous en dire plus, puisque c'est quelque part le cœur de ton métier? C'est mon dada. C'est parti plutôt d'une réflexion de se dire, voilà, on s'est longtemps défini par la valeur du travail. Donc il y avait un surinvestissement dans le travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le slowpreneuriat, enfin on peut l'appeler comme on veut, parce qu'ils ont cette volonté de ralentir, ils ont la volonté que ça fasse partie d'un projet de vie. Et donc c'est une réflexion beaucoup plus globale. On parlait tout à l'heure d'humain, on en parlait également hier, on en parlait ce matin dans l'atelier Synop et dans l'atelier l'autobiographie raisonnée. C'est vraiment, on repart maintenant de qui est la personne, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui fait sens pour elle. Et ce projet-là ne s'inscrit que parmi d'autres projets. Moi, je travaille avec un outil qui s'appelle la roue de la vie. C'est pas un outil que j'ai développé, vous pouvez le trouver sur Internet facilement. La roue de la vie, c'est un concept qui a été développé par un chercheur américain qui disait que pour avoir une vie épanouie, il faut être investi, grosso modo, dans 8 domaines. Et ces 8 domaines, c'est quoi? C'est la santé, la carrière, les finances, l'environnement, là où on travaille, où on vit, le couple, la famille, les amis, puisque nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des autres pour vivre, le développement personnel, et puis également la contribution au monde, qui arrive beaucoup, la spiritualité qui existe également. Et l'idée, c'est de dire, bien sûr, le travail a une part importante, mais ce domaine-là n'est pas le seul qui nous définit. On fait partie, on a ces 8 domaines autour de nous, et quand on s'investit dans chacun des domaines, pas forcément dans le même temps, pas forcément dans la même énergie, mais quand on les investit, eh ben c'est à partir de ce moment-là que ça va avoir un impact également sur notre travail. Parce que quand vous avez un problème de santé, longtemps on nous a fait croire qu'il y avait d'un côté la vie privée et de l'autre côté la vie professionnelle, et que c'était dissocié et qu'il ne fallait surtout pas qu'ils se rejoignent à un moment donné. Mais quand vous êtes malade, ça a un impact sur votre travail. Quand votre couple ne va pas bien, ça a un impact sur votre travail. Et vice-versa, quand le travail ne va pas bien, ça peut avoir un impact sur votre couple. Et donc l'idée, c'est plus d'avoir une réflexion globale, de se dire comment je peux être investi de manière satisfaisante pour moi, parce qu'il n'y a pas de modèle unique, c'est chacun sa propre définition, comment je peux être investi dans ces différents domaines-là pour être performant et encore plus créatif dans mon travail. Et c'est vraiment, moi en tout cas, c'est cette approche que j'ai, c'est de se dire, et c'est vrai que ça correspond beaucoup aux solopreneurs, aux slowpreneurs, c'est de se dire, finalement, mon projet professionnel, mon activité n'est qu'une partie du tout de ma vie, parce que ces personnes-là ne veulent plus arriver à l'âge de 60, 70 ans, 80 ans et se dire, mince, j'ai consacré toute ma vie à mon travail et j'avais d'autres choses à côté. Donc je veux être investi dans le maximum de domaines
même si il faut avoir conscience qu'on peut presque tout avoir, mais pas forcément tout en même temps. Voilà. Et cette approche, elle est conciliable avec d'autres types d'entrepreneuriat, puisqu'en fait, là, on parle de solopreneur, mais lorsqu'on est sur, par exemple, l'élaboration d'un projet en groupe, est-ce que, justement, cet outil peut fonctionner également de la même façon, en démultipliant en fait, les possibilités? Moi, je reste intimement convaincue que oui, parce que même quand on a une entreprise avec plusieurs salariés, on va avoir cette réflexion-là, se dire comment, si je veux avoir du temps également pour ma vie de famille, si je veux avoir du temps pour mon développement personnel, pour me former, pour apporter des nouvelles connaissances, va falloir que je m'organise d'une certaine manière. Et donc, on va travailler effectivement sur la gestion du temps, sur la délégation, savoir des fois renoncer à certains projets, parce que c'est pas toujours facile quand on a des beaux projets qui arrivent. Mais je pense donc que oui, on peut, même dans d'autres profils d'entrepreneurs, parce que les solopreneurs, c'est leur demande. Mais dans les autres profils, c'est pas forcément une demande qu'ils ont, mais ils ont conscience des fois que le travail a pris trop d'importance et que petit à petit, ils se rapprochent du mur et que s'ils ne veulent pas y aller droit dedans, s'ils ne veulent pas aller vers le burn-out, vers le divorce, etc., il va falloir qu'ils revoient un petit peu leur mode de fonctionnement. Très bien. Il nous reste un peu de temps et je sens qu'il y a une certaine torpeur dans la salle vu la chaleur. Le sujet est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Ça pourrait être intéressant aussi. Oui, il y en a. De manière à ce que vous puissiez échanger avec les différents intervenants de cette table ronde. Et puis aussi peut-être nous faire un retour de vos pratiques avec les solopreneurs, voire les slowpreneurs. Ça serait intéressant de pouvoir échanger. Aurore Moser, pour Spécialiste Wanted, on travaille beaucoup avec les solopreneurs et on les fait travailler avec les TPE, les créateurs d'entreprises. On parle des solopreneurs comme un choix, presque un choix égoïste, un choix de style de vie. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas celles et ceux qui utilisent le soloprenariat par obligation. Et ces personnes-là ont besoin d'être suivies. Et là, je vais vous parler des 900 000 femmes au foyer qui ne le sont pas par choix, dont 420 000 sont diplômées du supérieur. En France, on a 330 000 personnes qui sont obligées de s'arrêter de travailler pour s'occuper d'un enfant handicapé ou d'une personne âgée. On a des gens qui préfèrent vivre à la campagne, parfois des gens qui sont obligés de vivre à la campagne ou de suivre la carrière de leur conjoint. Ces gens-là peuvent raccrocher à l'employabilité par la micro-entreprise ou le soloprenariat. C'est effectivement un lifestyle, mais un lifestyle contraint. Et ces gens-là, je pense qu'il faut les aider et il faut les accompagner. Je suis d'accord sur tout le développement, sauf la dernière phrase, ce n'est pas un lifestyle pour eux. Parce que le lifestyle, c'est d'avoir choisi. Et là, ce dont vous parlez, c'est pour une grande partie des entrepreneurs de nécessité, qui sont dans l'obligation de créer parce qu'ils sont sans emploi ou parce qu'ils suivent le conjoint, etc. Et donc, du coup, ils n'ont pas choisi la situation ou peut-être même ils la subissent. Et effectivement, là, c'est encore un autre type d'accompagnement parce que ce sont d'autres motivations, d'autres objectifs et d'autres projets. Donc, aujourd'hui, dans la table ronde, la demande qui était faite, c'était plutôt sur cet aspect bien-être, choix, motivation de lifestyle. Mais on a aussi un autre sujet, je suis d'accord, sur le solopreneur, de ceux qui créent par nécessité, mais qui n'est pas le même profil que celui qu'on vient d'évoquer là. Voilà. Y a-t-il une autre réaction, une autre question? Oui? On vous amène un micro. Bonjour, Marion de la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes. J'aimerais juste compléter un tout petit peu ce que vous avez dit et du coup confirmer une impression que j'ai, notamment après la vision de la vidéo. Le soloprenariat et le slowprenariat, c'est vraiment un ressenti que j'ai. C'est à un instant donné de la vie, d'un moment dans lequel on est actuellement. Typiquement, notre ami
qui fait le tour de l'Islande, Dieu que je l'envie. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire ça sur le très long terme? Peut-être pas, parce que la vie change, parce qu'à un moment donné, on a des besoins qui peuvent évoluer, et du coup, revenir à une vie peut-être un peu plus classique, bien que classique, peut avoir différentes définitions. Du coup, l'accompagnement, il est différent avec ce genre de profil, dans le sens où il faut s'attendre à tout instant à ce que les envies changent et à nous derrière à détecter les premiers signaux pour dire « Oh attends, je lui ai dit ça au début, mais peut-être que finalement là c'est plus vraiment le cas ». Donc bien être attentif à tous les signaux et surtout comment être sûr de ne pas rater des signaux du fait de la vie qui change tout simplement. Oui, tout à fait, ça a été également évoqué, c'est pas maintenant mais on en avait parlé ce matin, c'est un profil qui se dit « je me lance », je teste, je vois. Si ça marche, tant mieux. Si ça répond à un besoin, tant mieux. Et là, contrairement donc, aux gens qui font ce choix, pour lesquels ce n'est pas un choix, sont des personnes qui se disent bon, bah voilà, je fais le temps que ça m'éclate, que ça me correspond. Et après, je suis même prêt à revenir au salariat. Bon, en règle générale, quand ils ont goûté à leur liberté, ils ont un petit peu du mal à revenir au salariat. Mais ils n'ont pas peur de se dire bah, je retourne au salariat, puis je vais recréer, et puis après, je vais m'associer. Et donc effectivement, ils évoluent très vite et sont sur des projets souvent qui sont de durée plutôt courte. Ils ne se projettent pas forcément sur le très long terme, il me semble. En fait, pour moi, c'est du management. Dans le salariat, c'est pareil. Quelqu'un qui rentre dans une entreprise, dans un poste, peut un jour avoir envie d'être expat, puis ensuite de revenir, et puis après d'être commercial itinérant, et puis après avoir un poste fixe. Du coup, je pense que c'est clair que notre vie, elle est faite d'envie et de motivation différentes en fonction de l'évolution, mais que dans le salariat, ce sont le genre de choses qu'on retrouve aussi. Alors, dans les profils lifestyle, il y a quand même ce désir de créer une entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, qui corresponde au projet de vie. Le projet de vie, pour tout un chacun, il n'est pas linéaire. Et donc, du coup, c'est pas parce que le projet de vie va changer que on va qu'on va arrêter l'entreprise, mais peut-être on va réorienter. Pour les entrepreneurs lifestyle que j'ai rencontrés, il y a quand même une volonté de pérennité dans le projet, et c'est-à-dire que si on accompagne un projet, ils vont pas changer tous les 2 ans d'activité, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il s'appuie sur une expertise et une passion. En général, on ne change pas sa passion tous les 6 mois. C'est plutôt une constante, la passion. Par contre, il y a tout autour les projets et les objectifs et les motivations qui peuvent évoluer. Donc, oui, il peut y avoir des signaux. En général, s'ils interviennent aussitôt, c'est peut-être parce que quand vous les avez, entre guillemets, entre vos mains, ils sont dans la phase de création ou début du développement, mais en général, vous les avez plus, peut-être que je me trompe, sur ces phases-là que je suis en train d'évoquer, à 5, 6 ans, où peut-être ils ont envie de remodeler, réorienter, etc. Donc du coup, les signaux, s'ils interviennent aussitôt, c'est peut-être parce que finalement leur projet il n'est pas mûr, pas mature, parce qu'ils ont envie de changer, mais ils ont besoin d'Olivia pour savoir comment ils concilient les deux et qu'est-ce qui, dans leur roue de la vie, peut être mis en avant plutôt en ce moment ou autre. Mais ça veut dire que le projet, pour moi, il n'est pas mature dans ce que vous décrivez. Une réaction ? J'avais une question sur les profils sociologiques. Est-ce qu'en fait on retrouve à peu près toujours les mêmes personnes ou pas? Est-ce qu'on n'est pas sur un public diplômé, plutôt qui vit en ville, voire très très urbain? Parce que ça rejoint un peu la question de la dame. Est-ce qu'en réalité il n'y a pas de réalité entre ceux qui veulent et puis en réalité ceux qui peuvent le faire, et qu'en réalité ça dessine aussi là une vraie inégalité, je dirais, entre des gens qui aimeraient bien le faire, mais qui concrètement n'ont pas soit le bagage, soit ne sont pas dans le type d'activité qui correspondent à cette vie-là. C'est une très bonne question. Donc du coup, sur les études menées jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs... Alors, beaucoup, on a commencé à parler de lifestyle avec le tourisme.
hein, donc des gens qui ont voulu justement partir souvent de métropole, etc., pour aller se mettre dans des endroits où ils pouvaient accueillir, dans des gîtes, etc. C'est les premières études qui ont été menées il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Simplement, on les a constatées là parce que de fait, c'est ce qui transpirait, on le voyait. C'était la partie immergée de l'iceberg. Par contre, maintenant, on a fait des études dans les autres secteurs. Moi, par exemple, personnellement, dans les entrepreneurs lifestyle que j'ai pu rencontrer, j'ai rencontré un ancien cuisinier qui est devenu cellier d'équitation western parce que c'était sa passion. Il a fait 6 mois aux États-Unis avec un vieux cellier western au Texas pour se former, etc. Il a des carnets de commandes à 24 mois. Bon, donc voilà. D'un autre côté, j'ai un ingénieur d'IBM qui a plaqué Paris parce qu'il en avait marre et qui vit à Montpellier et qui fait de la voile tous les 3 matins et qui est seul, mais qui travaille toujours, je le disais tout à l'heure, avec des alter-ego en réseau. Parce que le cadre d'IBM, effectivement, il a un certain niveau d'éducation, de revenus, etc. Et que lui, il veut pas vivre avec 500 € par mois, je caricature un peu. Mais donc, du coup, le profil sociologique, on trouve vraiment des choses très, très, très différentes. Je vous ai donné 2 extrêmes, mais pour vous montrer qu'il y a une diversité parmi ces entrepreneurs. Et que ce que je voudrais vraiment insister là-dessus aujourd'hui, une, c'est pas marginal. De 2, ce sont pas des gens qui vivent qu'avec des faibles revenus, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que souvent, ça a été dit tout à l'heure, on se dit ah bah oui, lui c'est un peu le marginal de l'étape, il fait ça pour se faire plaisir, etc. Non, ils cherchent une activité qui soutienne leur projet de vie. Et les gens, quand même, globalement, dans un projet de vie, ils aspirent à certaines choses. Alors, heureusement, on n'aspire pas tous aux mêmes choses, mais il faut quand même qu'ils aient les moyens de vivre et de réaliser leurs projets. Je me permets de compléter. Hier, il y avait une intervention de Radouane, alors je ne me souviens plus de son nom, qui justement travaille pour une association qui s'appelle les Repreneurs. Et c'était son public, ce sont des jeunes personnes qui sont hors cadre, qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas le niveau d'études, qui ne sont pas dans le bon niveau social, qui sont de couleur, qui sont hors case et qui normalement ne peuvent pas prétendre logiquement à de la création, etc. Et le travail qu'ils font, son association, c'est vraiment de travailler sur du développement personnel pour dire qui es-tu ? Ils disent on s'en fiche pour l'instant de ton projet, mais qui es-tu ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Ça revient également à l'autobiographie raisonnée. Qu'est-ce qui a toujours fait sens pour toi ? Et à partir de là, on va travailler sur un projet que tu as. Et eux, ils amènent les personnes vers une reprise d'entreprise. Mais c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément que des cadres un peu capricieux, parce qu'on peut avoir cette image-là de cadres capricieux qui en ont marre de leur travail salarié et qui veulent vivre leur vie. Je pense que c'est vraiment une mutation de la société qui est en train de se dire qui je suis, quelle est ma contribution dans ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter, et donc je vais créer un projet autour de ça. Et oui, on est bavarde. Et pour compléter encore ce que tu dis, 2 autres éléments. On le retrouve dans plein de secteurs d'activité différents. Au niveau du LABEX Entreprendre, on a fait des études sur les académiques spin-off. Et donc, forcément, moi, avec mes tendances recherche sur les profils, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ces chercheurs qui inventent plein de trucs, qui créent des projets avec des porteurs qu'on trouve à droite et à gauche. Qui sont-ils ? Parce que c'est la première question, et dans le coaching qu'on peut faire auprès des étudiants entrepreneurs aussi, c'est qui es-tu, qu'est-ce que tu veux ? Et donc du coup, on a 64% des académiques spin-off, donc au niveau de l'étude que l'on avait menée au niveau national, donc dans les incubateurs académiques, qui ont un profil lifestyle. Deuxièmement, j'ai déjeuné tout à l'heure avec une enseignante-chercheur, à l'université, Catherine Perroux, qui est dans la salle, je crois, qui me disait, qui est directrice de Pépite, et qui me disait que parmi ces étudiants entrepreneurs, donc à Pépite, elle sentait vraiment ces changements aussi d'orientation, peut-être elle pourra en dire un mot, et de motivation et de volonté des étudiants dans ces profils-là. Voilà. Donc, on a vraiment une représentativité très large. Réaction.
Oui, Xavier. Xavier Delaunay, Pépinium, n'y a-t-il pas dans ce mouvement une indication d'une crise majeure du salariat? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui est vivant ou le salariat qui est très malade? Et en conséquence, est-ce que dans l'approche que l'on peut avoir vers ces publics qui recherchent de la cohérence, du sens, il n'y a pas à valoriser un nombre d'entreprises extrêmement important, plutôt des PME, plutôt que des boîtes du CAC 40, qui pratiquent des modèles de management, sociocratiques ou pas, mais qui, en tout état de cause, font ou refont une place meilleure à l'humain. Le salariat doit être réinventé, peut-être plus que l'entrepreneuriat ou le consopreneuriat. Alors, bonne question également. Tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur. Je crois que ça a été déjà dit hier également. Oui, il y a quelques années, Vincent de Goljac avait écrit un bouquin qui s'appelait « La société malade de la gestion ». Et j'avais trouvé ça très juste et je vous le conseille, même si maintenant il a 10 ou 15 ans ce bouquin. Oui, bien sûr, mais il y a plein de choses à valoriser aussi dans les entreprises. On ne dit pas que le solopreneur, c'est la panacée, la structure pour tous, etc. On dit juste que c'est quelque chose qui est à prendre en considération parce que les évolutions sociétales font qu'aujourd'hui, on en a beaucoup de cas et que ça a tendance à s'accentuer. Par contre, il y a plein de choses à valoriser, je le disais. Il y a l'organisation apprenante. Il me semble qu'on avait fait une table ronde il y a 4 ou 5 ans au niveau de l'université sur Montpellier où il y avait une table ronde sur l'organisation apprenante. Il y avait la mutuelle des motards, etc. Où justement on mettait vraiment au cœur de l'entreprise bien justement ce management humain avec des pratiques différentes. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement aussi autour de l'entreprise libérée qui met tout le monde sur le même piédestal, en tout cas qui essaye de mettre tout le monde sur le même piédestal dans l'entreprise. Il y a des statuts particuliers, je vois dans la salle certaines têtes que je reconnais, sur des modèles coopératifs, associatifs. Il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que le solopreneuriat. Mais en tout cas, je pense vraiment, comme le disait Olivia, que en tout cas pour les lifestyles, puisque c'était pour ça que j'interagissais aujourd'hui, c'est le résultat de mutations sociétales et qui ne sont pas seulement dues à la société malade de la gestion, donc à cette difficulté du salariat, comme vous étiez en train de l'évoquer, mais aussi à d'autres événements. Les mutations sociétales, on les a notées après mai 68. Je pourrais partir sur d'autres choses. J'ai travaillé sur l'hypermodernité, une phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui en termes d'évolution sociétale, où après 68, il y a eu l'effondrement de la société qui existait, avec tous les repères se sont finalement délités. Et donc une société aujourd'hui qui est en quête de renouvellement, en quête d'identité, on cherche nos repères et on veut revenir à certaines valeurs, on construit ses propres valeurs, on veut être droit dans nos bottes, on est plus soucieux de la planète, de l'environnement, etc. On a plein de choses qui sont en train de se reconstruire et ça, c'est pas seulement que la difficulté des grandes entreprises et du salariat qui font que l'individu, il cherche ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ces évolutions sociétales. Je ne sais pas si j'ai été claire parce que je suis partie sur 3 sujets en même temps, mais voilà. Très brièvement, en tant que RH, je confirme effectivement qu'il y a cette tendance. Les gens ne veulent plus être de simples pions au sein des entreprises, veulent être considérés comme des êtres humains qui ont leurs valeurs. Et je reste convaincue que c'est qu'à partir du moment où on prendra en compte la personne dans sa globalité, qu'on pourra pas retenir les collaborateurs, mais les accompagner dans leur évolution. C'était très bien. Je vous remercie. C'est l'arrivée de notre discussion, la première partie de cette table ronde. Un grand merci à vous trois. Oui. Et je vais appeler maintenant les autres intervenants de cette deuxième partie de table ronde, qui sont Jean-Marie,
Sébastien. Olivier, voilà, j'avais Olivier. Merci à vous. Donc, cette deuxième partie peut paraître éloignée de cette... je me suis trompé. Voilà. Peut sembler éloignée du premier sujet, mais en fait non, parce que nous avons des individus en quête de sens au sein d'une société, de l'évolution sociétale. Et cette deuxième tendance, elle, s'appuie sur, justement, le titre est également bien choisi, du social au sociétal, mission et sens pour l'entreprise. Et pour répondre à ces différentes notions, on pourrait se dire que c'est un sujet qui est connu. Si je vous parle de SS, de comment dire, d'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui est quand même inscrit dans le paysage depuis un certain nombre d'années. Sauf que ces derniers temps, il y a des évolutions, notamment réglementaires. La loi Pacte a rajouté également des éléments qui vont changer considérablement un petit peu le paysage en ce qui concerne ces différents points. Et donc, autour de cette table ronde, j'ai trois intervenants que je vais vous demander de vous présenter, et chacun, vous allez pouvoir intervenir sur différents aspects de ça. Voilà, cherchez le micro. Jean-Marie. Donc Jean-Marie Courinte, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Je dirige le LabEx Entreprendre et je travaille sur la responsabilité sociale et le développement durable dans le contexte des PME. Bonjour, moi Sébastien Magnan, RSE Développement. RSE Développement, on est un réseau d'entrepreneurs experts en RSE, donc développement durable, et on est 6 en France, on est répartis sur le territoire. Donc un peu dans cette logique de solopreneur ou de lifestyle. Moi j'ai quitté Paris pour la Ciotat pour prendre en charge le développement du territoire PACA et sud-est de la France. Et donc on accompagne chacun sur notre territoire, donc au plus proche des acteurs économiques, les PME, les ETI, sur l'intégration de la RSE, donc du développement durable, dans leur business model pour faire de la RSE un levier de performance et de différenciation pour répondre aux grands changements sociétaux actuels. Bonjour, moi c'est Olivier Palliot, je suis directeur associé d'une agence en innovation sociale qui s'appelle Elix. Elix, c'est une entreprise qui a été créée en 2013, c'est une jeune entreprise qui est basée à Bordeaux et à Poitiers, qui est une entreprise sous statut coopératif, donc une SARL Scope. On est 13 salariés, donc, dont 8 salariés associés, sur 3 métiers spécifiques. D'une part, premièrement la stratégie d'innovation, ensuite ce qui s'appelle la R&D sociale, et le troisième c'est ce qu'on appelle la mesure d'impact social. Et on a la particularité d'être une entreprise aussi innovante. On a le statut jeune entreprise innovante. On est également labellisé par le ministère comme étant le centre de transfert et de détection au niveau national sur l'innovation sociale. Et en termes d'accompagnement, nous on a été accompagnés, moi je suis lauréat du réseau Entreprendre en Aquitaine, et on a été incubé dans les incubateurs technologiques de Bordeaux Unitech et de la Technopole Futuroscope, quand bien même on n'est pas du tout technologique et on relève uniquement de l'innovation sociale. Merci. Jean-Marie, comme on se l'est quelque peu dit juste avant, il y a eu une évolution du vocable autour justement de l'économie sociale et solidaire, plus largement, si on parle de RSE. Est-ce que tu peux nous faire une sorte de panorama des différentes évolutions en termes de sigles, d'abréviations qui oscillent autour de cette thématique? Quand Yann et Marie-Hélène m'ont demandé de faire ce panorama, je me suis dit qu'ils voulaient vider la salle. Donc je vais essayer de ne pas vous faire fuir. On a un ensemble de dispositifs qui est d'une redoutable complexité, parce qu'un certain nombre d'intervenants, d'institutions ont voulu
marquer leur territoire et développer des dispositifs, des concepts. Voilà. Moi, je crois qu'il faut être simple et revenir à quelque chose de très simple, c'est que tous ces dispositifs renvoient clairement à la définition de la responsabilité sociale d'entreprise. Cette notion de responsabilité sociale, alors certains pensent qu'elle est assez récente. En fait, elle remonte à la fin du 19e siècle. C'est déjà aux États-Unis, dans le cadre des grandes entreprises industrielles qui se créent, qu'on va développer le concept de responsabilité sociale. Mais le modèle dominant qui a donc prévalu pendant tout le XXe siècle et qui a sous-tendu tous les outils qui ont été développés pour la gestion des entreprises, c'est un modèle de grande entreprise d'une part, et c'est un modèle qui est fondé sur essentiellement la performance économique. Et des grandes entreprises dans lesquelles le capital et la direction d'entreprise sont distincts. On a des propriétaires, des actionnaires pour faire simple, et on a des dirigeants qui sont des dirigeants salariés. Et c'est ce modèle-là qui a prévalu et qui a permis le développement économique, notamment en Occident. Et ce modèle, il y a eu un certain nombre de limites qui, à la fin des années 60, au début des années 70, ont commencé à être criantes. Et ce modèle a commencé à être critiqué fortement à la fin des années 60, début des années 70, avec deux grands mouvements. Un mouvement social d'une part. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de mai 68, interroger un peu les modèles d'organisation, les modèles de direction d'entreprise, le rapport salarial, etc. Et puis des questions environnementales par ailleurs, parce que ce modèle est un modèle productiviste et qui se préoccupait assez peu de la question environnementale. Alors tant qu'il est limité à quelques pays, une population pas très importante, ce n'est pas très grave, mais lorsque ce modèle se développe sur l'ensemble du continent, sur l'ensemble des continents, sur l'ensemble de la planète, les impacts environnementaux deviennent insoutenables. Et donc, voilà. Donc, à partir des années 60-70, 1960-70, on a eu un regain de la préoccupation liée à cette responsabilité sociale. Et on a eu une multiplication d'acteurs qui se sont interrogés. Alors, on a eu l'ESS, évidemment. On parle d'entreprises engagées, donc là c'est la Fondation Jean Jaurès qui développe le concept d'entreprise engagée. On a des dispositifs qui sont plutôt des dispositifs poussés par la puissance publique. On a des initiatives qui sont plutôt des initiatives privées. Mais à mon avis, tout ça va se réguler et se simplifier assez rapidement, parce qu'on ne peut pas rester avec un millefeuille de définitions, de dispositifs aussi complexes. Parce qu'à mon avis, c'est contre-productif. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des définitions, parce que ça, finalement, voilà, je peux donner quelques-unes si tu veux, mais... En tout cas, les dernières, si on parle des us... Voilà, bon, dans les us, c'est une labellisation. Oui. Voilà, donc c'est le principe même, c'est vraiment la puissance publique qui pousse une labellisation de façon à pouvoir flécher des financements ou des possibilités d'aide fiscale ou de défiscalisation pour certaines entreprises qui relèvent du domaine de l'ESS. Donc on voit bien que ça, c'est un aspect plutôt public, lié aux actions de soutien de la puissance publique. Mais à côté de ça, par exemple, le mouvement des entrepreneurs sociaux, lui, va travailler plutôt sur le partage, la défense du militantisme pro-ESS pour faire développer les pratiques d'ESS, va militer pour du partage de connaissances, du partage du réseau, etc. Donc on voit bien que ce sont des logiques différentes, selon qu'elles sont impulsées par la puissance publique qui a des outils particuliers, la fiscalité, le financement, ou selon qu'elles sont impulsées par des entrepreneurs eux-mêmes qui veulent un peu se retrouver aussi et partager leurs expériences en matière. Vous voulez peut-être réagir, ou tout du moins compléter avec ces différents éléments concernant ces évolutions en matière d'économie sociale, mais aussi mouvement sociétal. Moi, ce que je pressens, c'est qu'effectivement, il y a des demandes de plus en plus importantes de porteurs de projets qui se situent
dans ce qu'on peut appeler de la définition de l'économie sociale et solidaire, mais qui ne se retrouvent pas forcément dans la définition justement de labels et autres, parce qu'ils ne veulent pas y entrer. Et d'un autre côté, il y a des personnes, enfin des structures qui se développent, qui collent justement à ce label et qui, en interne, ne sont pas forcément, comment dire, ne sont pas mobilisés comme on pourrait le croire. Donc, est-ce que vous ressentez également ces écarts ? Sur l'ESS, alors, comme je l'ai dit, moi je suis directeur associé d'une SCOP. Donc, de fait, mon entreprise, elle relève de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous, on ne parle pas beaucoup d'économie sociale et solidaire, parce qu'à la base, l'économie sociale et solidaire, elle était basée sur les statuts. Donc, si vous étiez une association, une coopérative, une mutuelle, vous étiez de l'économie sociale et solidaire, indépendamment du type d'activité que vous faisiez. Et puis là, avec la loi 2014, intégrant les entreprises ESUS à l'économie sociale et solidaire, ça permet à des entreprises classiques, enfin sous statut classique, SARL, etc., avec le label de pouvoir relever de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que moi en soi, derrière l'économie sociale et solidaire, on pourrait en faire un historique, mais il y a une dimension très lobbying d'un certain nombre d'acteurs entreprises, notamment des coopératives et des mutuelles qui sont alliés avec les associations pour peser. Donc il y avait un peu cette dimension-là. En revanche, là où je diffère un peu de ce qui a été dit, même beaucoup, c'est que il y a une vraie différence entre la RSE. La RSE, elle procède d'une vision négative de l'entreprise. Quand je dis négative, c'est que l'entreprise est vue comme un acteur qui a des externalités négatives sur le plan environnemental, sur le plan social, etc. Donc, à partir des années 70, on demande aux entrepreneurs, même si c'était un mouvement qui était plus ancien, parce qu'il y avait des entrepreneurs, les entrepreneurs sociaux du 19e, on leur demande d'être responsables, donc de corriger les problématiques, les externalités négatives de leur entreprise. Donc, on est dans une logique de la compensation. Vous polluez, donc essayez de polluer moins. Vous mettez à mal les relations sociales d'entreprise, donc faites attention à prendre en compte des meilleures techniques de management, etc. Ça, c'est la responsabilité sociétale. Donc on demande à l'entreprise d'être responsable. Ça n'a rien à voir avec ce qui relève de l'innovation sociale, dans lequel l'activité vise à répondre à un besoin de la société. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle est vue comme étant un acteur répondant ou contribuant à l'intérêt général de par son activité stratégique. Donc ce n'est pas du tout la même chose d'être une entreprise qui a une activité, je dirais, commerciale classique, mais qui s'interroge de manière tout à fait pertinente sur la façon dont elle peut corriger un certain nombre de défauts liés à son activité commerciale, et des entreprises qui se disent « mon objectif entrepreneurial, il est de répondre à une problématique de santé publique, d'éducation, d'accès à la culture, etc. » Et du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes types d'entreprises, selon moi. Du coup, pour compléter un petit peu sur la RSE, effectivement, la RSE, c'est réussir à concilier d'un côté le progrès social, le respect de l'environnement et la performance économique. Donc effectivement, n'importe quel type d'entreprise, qu'elle ait un objet, une mission qui soit sociale, environnementale ou pas du tout, elle peut mettre en place une stratégie RSE. Une entreprise qui fabrique des bouteilles d'eau, par exemple, on peut penser en soi que c'est pas durable, mais par contre, elle peut dire, je vais faire de la RSE, je vais mettre du plastique recyclé dans mes bouteilles d'eau. Donc là, effectivement, elle aura quand même des externalités négatives qui seront très fortes parce qu'elle continuera à produire du plastique et des déchets. Mais ça n'empêche pas de mettre en place une stratégie RSE. Donc effectivement, je pense bien prendre en compte les différences entre une entreprise qui a une mission vraiment sociale ou environnementale et une entreprise qui met en place une démarche RSE. Ce n'est pas du tout la même chose. N'importe quelle entreprise peut appliquer les principes de la RSE sans pour autant que ce soit sa mission première. J'ai pris l'exemple des bouteilles d'eau. Il y a plein d'entreprises, particulièrement les grandes entreprises, dont le modèle en soi n'est pas durable, mais qui ont toutes mis en place des stratégies RSE, en tout cas des communications sur un affichage sur la RSE, mais qui ne veut pas pour autant dire qu'elles répondent à des missions, des problématiques sociales et environnementales. Pour regarder l'exemple des bouteilles d'eau, je pense que dans les pays où l'eau du robinet est potable, on ne répond pas vraiment à une mission d'intérêt sanitaire en mettant de l'eau en bouteille, en produisant des déchets plastiques. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis, de bien différencier
les deux aspects, et n'importe quelle entreprise qui met en place une démarche RSE, ça ne veut pas dire qu'elle aura pour autant un but qui sera de répondre à une problématique précise. Alors je ne suis pas tout d'accord, c'est bien. Hein. Ce qui prouve, me semble-t-il, on est dans un moment, un temps de grande incertitude sur le vocabulaire. En fait, on parle de la même chose, mais en n'utilisant pas le même vocabulaire, et donc on ne définit pas les mêmes choses de la même façon. Tu parlais tout à l'heure, tu disais la RSE, c'est négatif, c'est prendre en compte les externalités négatives. Dans les travaux que je fais, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de dirigeants de PME qui se disent dans des logiques RSE et qui, eux, sont plutôt préoccupés par les externalités positives de leur entreprise. Donc ils abordent la RSE non pas comme une contrainte pour essayer de prendre en compte, de limiter ou de réparer les externalités négatives. Ils sont plutôt dans une logique positive de la RSE. Bon, ça c'est la première chose. Concernant l'innovation sociale, tu dis que l'innovation sociale, c'est lié à l'activité. Ben, on peut avoir aussi une définition de l'innovation sociale beaucoup plus large en disant l'innovation sociale, c'est lié aussi au process, c'est lié aussi on peut faire de l'innovation sociale dans la façon dont on organise l'entreprise. Et donc on voit bien qu'on a il y a tellement de vocables qui apparaissent, il y a tellement d'institutions qui se saisissent de ces enjeux qu'on a des définitions qui sont des définitions contradictoires. Et je pense qu'à terme, les choses vont se stabiliser, mais actuellement, voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment une très très grande complexité. Moi, il me semble que la question centrale, c'est simplement la question de la performance. C'est comment on définit la performance entreprise. Est-ce qu'on a une performance, est-ce qu'on définit la performance entreprise simplement du point de vue économique, ou est-ce qu'on a une conception de la performance plus complexe qui intègre les aspects sociaux, environnementaux, sociétaux, etc. Et la question donc qui se pose, c'est de savoir sur ces différentes dimensions que l'on peut prendre en compte dans la définition de la performance, où on va mettre le curseur, où on va mettre ces objectifs principaux, comment on va réguler tout ça, quels sont les liens entre les différentes dimensions. Voilà, il me semble qu'on est là au cœur du sujet. Juste pour répondre sur le premier point, effectivement, ce que tu disais, c'était que la RSE est venue de la compensation de l'externalité négative, mais qu'effectivement, ce n'est pas que contrainte, c'est aussi création de valeur positive. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients tous les jours, c'est de ne pas voir ça comme une contrainte, mais comme la possibilité d'aller se différencier par d'autres moyens qui seront plus vertueux d'un point de vue social et économique. Mais effectivement, l'origine, c'est quand même la compensation. Une fois qu'on s'est rendu compte que la consommation de masse qui s'est développée dans les années après la Seconde Guerre mondiale n'était pas soutenable d'un point de vue environnemental et social, il a fallu mettre en place des stratégies type RSE pour répondre à ces externalités négatives. Mais effectivement, maintenant, on est vraiment dans de la RSE qui est différenciante, et même on va au-delà de la RSE en parlant de mission. Justement, est-ce que tu as des exemples à nous donner d'acteurs économiques que tu as pu accompagner dans le cadre de développement à l'entrepreneuriat qui pourraient être intéressantes à partager avec la salle? Alors moi, je suis plus sur des PME déjà structurées que plus sur l'entrepreneuriat du création d'entreprises. Mais on voit que la RSE, dans certains domaines, devient un élément indispensable pour faire du business. Maintenant, un client qu'on accompagne qui s'appelle Cepovet, que vous connaissez sûrement pas, qui est le leader français ou européen du vêtement professionnel. Donc, a priori, c'est pas connu du grand public. Par contre, vous connaissez Air France, Accor-Hôtel, SNCF, qui sont des clients de notre client Cepovet. Du coup, ce sont des clients du CAC 40 qui sont, eux, très matures en termes de RSE. Et donc, pour travailler avec ces grands groupes, il faut aussi avoir une démarche RSE qui soit sincère et qu'on puisse valoriser. Et l'accompagnement qu'on fait avec cette entreprise depuis 8 ans maintenant, donc vraiment un accompagnement dans la durée sur la stratégie RSE et comment répondre aux attentes des grands donneurs d'ordre, parce que les TPE, PME n'ont pas d'obligation en termes de RSE, mais les grands comptes en ont, et du coup, sont allés parfois assez loin sur ces sujets. Et pour répondre à ces demandes, on les a accompagnés pour aller assez loin sur la RSE, jusqu'à changer, aller modifier parfois le business model et créer des offres en lien avec la RSE pour répondre à ces contraintes des grands comptes.
par exemple, dans le cadre de contrats pluriannuels qui sont faits avec SNCF ou Air France contre le CAC 40, CEPOVET a contractualisé, a intégré dans les contrats des plans de progrès sur la RSE, qui remplacent les plans de progrès qu'on voit parfois sur les aspects financiers. Là, c'est vraiment se dire, on s'engage à progresser sur la RSE parce que vous êtes demandeur et du coup, on met ça dans des contrats qui sont pluriannuels. C'est quand même une innovation assez forte en termes de manière de faire du business avec des clients. Et après, il y a aussi parfois la RSE qui est devenue une offre à part entière, avec par exemple chez Novotel des uniformes des salariés Novotel qui ont été en fin de vie récupérés, qui ont été recyclés, donc en repartant au niveau de la fibre textile pour recréer des nouveaux uniformes et du coup qui sont revendus à la fin aux clients. Donc là, du coup, ça a vraiment créé une nouvelle offre. Donc la RSE a été un moyen déjà de fidéliser, mais aussi de créer une offre et du coup de vraiment créer de la valeur et bien sûr de communiquer. Si vous tapez Novotel CEPOVET, vous verrez beaucoup de communication où on est vraiment dans une économie circulaire où l'uniforme de travail redevient in fine un uniforme de travail. Donc on a vraiment ce type d'exemple qui montre que la RSE, au départ, répondait à des contraintes et maintenant devient un vrai outil de différenciation. Et CEPOVET travaille avec une grande partie du CAC 40 parce qu'elle peut aujourd'hui leur permettre d'afficher aussi, eux, à leur niveau, des engagements RSE. Olivier, comment dire, on parle de RSE, quand on parle d'innovation sociale, dans le cadre de ton activité, est-ce que tu as vu évoluer ces derniers temps les pratiques, puisqu'on est dans une table ronde sur les tendances, est-ce que tu vois arriver des personnes que tu ne voyais pas précédemment, des structures se monter par le biais de l'innovation sociale, ou au contraire, ce sont des structures déjà constituées qui vont vers l'innovation sociale pour développer de nouveaux marchés? Alors, sur l'innovation sociale, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant elle est définie dans la loi, donc l'innovation sociale depuis 2014. Alors on pourrait croire que c'est plus simple maintenant que c'est défini dans la loi, mais effectivement dans la loi vous verrez c'est une définition qui est en deux paragraphes, et en fait les deux se contredisent assez sur ce qu'est l'innovation sociale. Donc en réalité on n'est pas beaucoup plus avancé à la fin qu'au début. Peut-être pour vous donner deux exemples sur la différence entre la RSE et l'innovation sociale, qui sont deux choses positives, mais qui selon nous, ne sont pas du tout la même chose. Si je prends par exemple, tout à l'heure on a parlé d'un restaurant, je peux monter un restaurant et avoir une pratique RSE dans laquelle je vais me soucier des problématiques d'approvisionnement des légumes et de ce que j'utilise. Je vais me soucier des problématiques de déchets, de comment ils sont faits, réutilisés, etc. Sur ma communication, sur le rapport aux clients, etc. Là, j'ai une politique RSE. Un restaurant qui fait de l'innovation sociale, c'est le restaurant dans le noir. Je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant, dans lequel les gens qui servent, ce sont des personnes aveugles. Vous êtes dans le noir, et ils ont changé le principe qui est que désormais, quand vous mangez, c'est vous qui êtes aveugle, et ce sont les personnes qui sont malvoyantes et aveugles qui en réalité vous servent et qui donc sont dans leur position de normalité. En faisant ce restaurant-là, vous venez pas que pour manger, vous venez vivre une expérience de vie. Quand ils ont créé ce restaurant-là, ils n'ont pas créé le restaurant, leur finalité, ce n'était pas de donner à manger aux gens. C'était de leur faire changer la vision qu'il y avait du handicap et de la normalité. Ou de ce qu'on appellerait, en fait, une personne aveugle, c'est une personne handicapée dans notre société. Dans Restaurant dans le Noir, c'est une personne extraordinaire. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose. Et c'est la même chose quand, pour les femmes qui vont monter, c'est souvent des femmes, qui montent des salons de coiffure, qu'on appelle maintenant de la socio-coiffure, dans lequel elles créent un salon et elles gèrent une partie de leur activité pour coiffer de manière spécifique les femmes qui ont un cancer, souffrent de chimiothérapie, et donc ça nécessite qu'elles aient une pratique spécifique. Elles ne vont pas parler avec elles de la même manière, elles ne vont pas leur proposer les mêmes types de prestations. Je vais donner un troisième exemple sur une entreprise de lingerie. Il y avait une entreprise qui avait été reprise, des anciens de BAT qui avaient repris, et qui avait fait de l'innovation sociale en voulant répondre aux problématiques des femmes qui avaient subi une ablation du sein. Et derrière, et donc forcément, qui dit ablation du sein dit qu'on ne gère pas. Alors d'une part,
ça répondait à un besoin qui est, quand bien même j'ai subi une ablation du sien, je peux m'acheter de la lingerie, alors qu'aujourd'hui, en fait, on va souvent en pharmacie. Je peux acheter de la lingerie parce que ça a changé le regard, ma relation avec mon mari, etc. Et ils avaient construit une offre de service autour de la façon dont on pouvait allier les problématiques qu'on a avec notre corps liées à des accidents de la vie ou autres, et puis les enjeux de lingerie. De la RSE, ce serait peut-être plutôt quels sont les composants, d'où ils viennent, etc. Vous voyez, en réalité, ça n'a rien à voir. On est bien sur l'innovation sociale, sur l'activité, et dans lequel la finalité première est la problématique sociétale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas performante sur un plan économique. Restaurant dans le noir, il y en a à New York, à Moscou, etc. Ça marche très bien. Donc ce n'est pas une question de ça ne génère pas de valeur. C'est juste que la valeur qui est générée, elle est avant tout sociétale. En réalité, derrière l'innovation sociale, il faut le comprendre en termes d'innovation sociétale. C'est comme sciences sociales ou corps social. D'ailleurs, social, on a inventé le sociétal parce que maintenant, le social, c'est devenu un nom péjoratif. En réalité, c'est bien de l'innovation pour la société. La question pour les entreprises qui font de l'innovation sociale, c'est de quelle manière je sers la société avec un grand S quand je suis une société avec un petit s. Cette dimension-là, elle paraît toute bête, mais classiquement, les entreprises ne se posent pas ce genre de questions. Et c'est pas grave, c'est pas moralement mal de ne pas se poser la question. C'est pas ça, mais il y a effectivement depuis un certain nombre d'années des entrepreneurs qui viennent et qui se disent l'intérêt général, c'est pas que l'État ou les collectivités territoriales. Avec une activité entrepreneuriale, je peux y contribuer. Mais effectivement, ça change tout. Ça change tout parce que derrière, si je suis la socio-coiffeuse ou si je vends de la lingerie à des femmes qui ont subi une ablation du sein, vous comprenez bien que la question de la tarification du prix, elle n'est pas pareille que quand je suis dans une entreprise classique. Parce que quelque part, est-ce que je vais leur faire subir, est-ce que je vais monter le prix au prétexte que c'est plus cher pour qu'en réalité, ce soit deux fois l'accident de la vie. Et alors, vous avez eu un cancer, en plus, vous allez payer plus cher. Donc ça change toute la dimension de la valeur, ça change la gouvernance, et ça change toute la dimension, l'acte d'entreprendre. En fait, dans l'innovation sociale, on a des entrepreneurs qui n'entreprennent pas pour créer une entreprise, mais on a des entrepreneurs qui créent une entreprise pour je dirais, avoir un impact sur la société. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'innovation sociale que pour avoir un impact. Tout à l'heure, c'était la même chose, c'était les mêmes questions et la même envie. Mais néanmoins, il y a bien en termes de degrés, des choses qui sont assez différentes et qui changent beaucoup de choses sur la façon d'accompagner une entreprise. Du coup, juste pour réagir un petit peu à ce que tu viens de dire, je suis d'accord que l'innovation sociale et RSE, c'est différent, mais par contre, de mon point de vue, la RSE permet d'arriver à l'innovation sociale, et c'est ce qu'on fait en allant au-delà en fait, de la RSE. Moi, il y a un an, il y a le PDG de Cepasco, qui est une entreprise qui fait des épices, les épices Spigol et Espig, hein, si vous cuisinez, vous en avez tous dans vos placards, qui est basé à Aubagne, à côté de Marseille. Et il m'a dit, j'aimerais que mon entreprise ne soit pas juste un centre de profit. En tant que DG d'une entreprise, j'ai une responsabilité aussi sur mes salariés et sur l'environnement. Et du coup, j'ai envie d'aller au-delà de juste penser aux résultats économiques. Et il m'a dit, donc j'aimerais mettre en place une stratégie RSE qui prenne en compte tous ces aspects. Et du coup, depuis un an, on travaille sur le bien-être des salariés, on travaille sur l'impact environnemental, on travaille sur des contrats longs en circuit court avec des producteurs d'herbes de Provence, sur vraiment des volumes et des prix qui sont garantis. Donc, ce n'est pas des choses qui sont forcément innovantes, mais par contre, c'est l'entreprise intègre sa mission sociale ou sociétale, parce que du coup, sociale et environnementale, dans sa manière de travailler. Et donc, depuis un an, j'ai travaillé un petit peu avec tous les métiers de l'entreprise, des ressources humaines, à la qualité, aux achats, à la production, pour que l'entreprise ne soit plus juste un centre de profit pour les actionnaires et la direction, mais qu'elle ait un rôle au-delà de tout ça, et du coup ce rôle à la fois social et environnemental. Donc après là, ce n'est pas des aspects qui sont innovants, mais ce que je veux dire, c'est que la RSE permet aussi de faire ce qu'on appelle nous de l'éco-socio-innovation, où du coup on va mettre en place des nouveaux projets qui vont essayer d'allier les différents aspects environnementaux et sociaux, même si ce n'est pas l'ensemble du business de l'entreprise, ça sera une partie de son business qui aura cette portée, cette vision sociétale et qui après pourra se développer le plus possible. Finalement, de ce que vous dites, j'en retiens que la question centrale est bien celle de la définition de la performance, donc, et a priori, enfin,
au départ des objectifs, quels sont les objectifs, et à définir la performance à partir de ces objectifs. Et il me semble qu'on peut avoir une petite grille d'analyse qui me semble très, très puissante, c'est de s'interroger, lorsqu'on prend des décisions, sur le statut qu'ont les différentes variables sur lesquelles on doit jouer. Est-ce que ces variables, ce sont des variables d'objectifs? Est-ce que ce sont des contraintes ou est-ce que ce sont des moyens? Et dans l'activité de l'entreprise, dans la décision qu'on prend, par exemple, la dimension RH pourra être un des objectifs, hein, dans les entreprises d'inclusion, par exemple. Et puis la question les aspects environnementaux pourront être une contrainte, par exemple. Et la dimension financière sera un moyen de mettre en œuvre cette stratégie. Et puis on peut faire tourner comme ça les différentes dimensions. Il me semble que s'interroger sur le statut qu'ont les différentes dimensions de notre management en termes d'objectifs, de moyens et de contraintes permet finalement de réconcilier ces différentes approches en disant mais peut-être que dans l'entreprise, lorsqu'on fait de l'innovation sociale, eh bien, telle dimension sera plutôt l'objectif, telle autre sera plutôt le moyen, telle autre sera plutôt la contrainte. Je voudrais faire aussi une autre remarque, c'est le fait que justement cette conception de la performance étant tellement complexe qu'on est obligé de travailler de façon relative, de l'évaluer de façon très relative. Lorsqu'on n'a qu'un indicateur de performance, qui est la performance économique, la performance financière, finalement c'est assez simple. Hein, est-ce qu'on fait des bénéfices? Non, on peut augmenter les bénéfices. Lorsqu'on on prend en compte des dimensions aussi variées, aussi contradictoires, entre lesquelles il peut y avoir des tensions, ben finalement, être dans une logique de RSE, c'est essayer de s'améliorer sur les différentes dimensions. Il ne s'agit pas de faire bien. Moi, j'aime pas l'expression « on fait de la RSE ». Pour moi, ça ne veut rien dire. On est dans une logique de responsabilité sociale lorsqu'on est dans une logique d'amélioration sur les différentes dimensions qui sont les dimensions économiques, environnementales et sociales, avec bien entendu des préférences qu'on va marquer sur telle ou telle dimension selon l'objet de notre entreprise. Alors, pour répondre aussi à des interrogations qui viennent des acteurs, des réseaux, on va dire classiques d'accompagnement, quand on parle d'innovation sociale, de RSE, est-ce que vous avez différents acteurs qui peuvent être des relais au niveau territoriaux pour pouvoir accompagner des porteurs de projets qui ont ces profils? Est-ce que vous avez repéré des structures qui ont un maillage territorial qui peut apporter ce soutien? Oui, alors c'est vrai que après, c'est là où on va retourner dans les batailles de chapelle. Parfois, ce qui est vrai, c'est qu'on observe depuis 15-20 ans une sorte d'organisation, une sorte de mode de fonctionnement un peu parallèle. C'est-à-dire que dans l'innovation sociale, globalement, vous allez trouver des incubateurs sociaux, vous allez trouver des structures de type Alter Incube ici, par exemple, ou Première Brique à Toulouse, à Tis, à Bordeaux, etc. Et des structures qui sont hors accompagnateurs classiques, avec également, il y a des dispositifs de politique publique et de soutien qui sont spécifiques. Il y a compris avec le FISO de BPI. Et donc on est vraiment sur une sorte d'écosystème qui s'est créé un peu à côté de l'autre, un peu à côté du modèle classique. Peut-être parce qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui en réalité ne trouvaient pas forcément l'écoute ou l'attention ou le regard qu'ils attendaient. Peut-être aussi parce que finalement c'était aussi une manière nouvelle en fait de regarder les entreprises. Donc on a également des fonds d'investissement sociaux. Donc on a tout un écosystème depuis l'amont jusqu'à l'aval qui, j'allais dire, fonctionne. Alors c'est là effectivement où on retrouve la structuration par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Encore une fois, on peut être de l'économie sociale et solidaire et ne pas du tout être socialement innovant. On peut être une entreprise classique et faire de l'innovation sociale. Du coup, c'est vrai que moi, pour avoir été accompagné par un réseau classique, le réseau Entreprendre, c'est important que les acteurs de l'accompagnement dit classique prennent cette dimension-là
à leur compte, dans l'ensemble de leur globalité. Tout à l'heure, on parlait d'innovation, mais la plupart du temps, on dit, mais soit vous faites de l'innovation technologique, ou alors vous faites de l'innovation sociale. Mais l'innovation technologique, elle peut être sociale. Ça dépend de sa finalité. Donc, je peux faire de l'innovation de service qui soit sociétale. En fait, l'innovation sociale, elle n'est pas sur le même plan que l'innovation technologique ou que l'innovation de service. Dans l'innovation sociale, c'est la question de la finalité. Est-ce que c'est social ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça ne veut pas dire que c'est pas social, c'est pas bien. Ça veut juste dire qu'il y a des acteurs qui se disent « moi, je veux avant tout que ça réponde à une problématique sociale ». Derrière, il y a des modalités d'innovation qui viennent. Mais si on répond à un acteur qui fait de l'innovation sociale, bon, il n'y a que les critères d'innovation technologique. Donc, vous ne pouvez pas être jeune entreprise innovante. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès au crédit impôt recherche. Donc, vous n'aurez pas accès aux aides BPI, parce qu'en réalité, derrière, on va vous demander un modèle économique, et on va vous demander un certain nombre de choses. Bon, les acteurs d'innovation sociale, ils partent, ils vont voir ailleurs. Et la réalité, non, c'est pas contre BPI. C'est pas contre BPI, mais ce qui est vrai, c'est que BPI, ils viennent voir les acteurs d'innovation sociale en disant, on n'y comprend rien. Et c'est normal, parce que la définition de la loi n'est pas aidante. Mais le problème, c'est pas en réalité la question de qui prend en charge, quel écosystème prend en charge. Le problématique, c'est les entrepreneurs qui viennent et qui se disent j'ai été accompagné, j'ai pas trouvé la réponse et on n'a pas compris ce que je voulais faire. Et en plus, on m'a pas orienté. Donc à la fin, nous, ça fait partie d'une partie de notre activité. En fait, on récupère des acteurs qui ont été accompagnés et qui se disent j'ai pas eu le sentiment d'avoir été compris. Et sincèrement, je les comprends parce que nous, on n'a pas été compris. Moi, quand on est venu en tant que coopérative au sein du réseau Entreprendre, on nous a dit dites-moi quelle chaîne d'entreprise. On a dit on est deux. Ils ont dit c'est pas possible. Dites-moi quelle chaîne d'entreprise. On a dit on est deux. Ah bon, c'est pas possible. On a dit si c'est possible, bien entendu que c'est possible, on sera deux. Ah, mais ça marchera jamais. Ah bon? À créer au moins 5 emplois dans les 3 ans. Bon, on en a créé 10. Donc la perception comme quoi ça marchera pas, économiquement c'est nul. De toute façon, vous n'êtes que subventionné. L'entreprise n'est pas subventionnée, c'est une entreprise classique, commerciale, j'allais dire. Et quand bien même elle serait subventionnée, ça veut dire quoi? À partir du moment où elle contribue à la société, les entreprises dites classiques entrepreneuriales ou normales, elles sont subventionnées aussi par des aides, etc. Et c'est très bien. Mais donc du coup, quel est le problème d'appuyer des entreprises qui, elles, en plus, contribuent aussi aux enjeux sociétaux? Donc il y a un vrai challenge quand même à ce qu'il y ait une prise en compte de certaines évolutions dans les modes d'accompagnement de ces acteurs-là, parce que, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que alors nous, on ne parle pas de performance. C'est comme au sport, en fait. Aujourd'hui, on dit qu'il faut être performant. Et la question, c'est pas d'être performant, c'est d'être accompli. Et une personne âgée qui fait du sport, ça fait une personne accomplie. Et on s'en fiche de sa performance. Et dans les entreprises, c'est pareil. On s'en fiche des entreprises, ça donne des startups qui prennent de l'argent public, qui créent 0 de chiffre d'affaires, au bout de 7 ans, qui s'écroulent, on dit ah ben, ça se sont écroulés. Donc, arrêtons avec des logiques de performance. Disons-nous, il faut changer le regard. Ayons des entreprises dans lesquelles les gens sont accomplis et qui fassent des choses accomplies. Juste pour compléter sur l'accompagnement, moi ce que je trouve qui manque un petit peu, c'est quand les startups ou des repreneurs sont accompagnés, la RSE n'est jamais une priorité. C'est normal, ils sont en début de projet, donc soit leur projet est directement social ou environnemental, et là du coup la RSE c'est déjà intégré, soit c'est pas le cas et du coup la RSE n'est pas du tout intégrée. Et donc il manque un petit peu ce côté où on aiderait des startups à réfléchir à l'intégration de la RSE, même si c'est pas leur cœur de métier, à l'intégration de la RSE dans leurs opérations et leur business model. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, peut-être avec une approche collective, mais en tout cas de mon point de vue ça manque. Oui, on voit bien la dimension idéologique qui est derrière. Il y a une charge affective liée aux missions qu'on donne à nos entreprises. Et du coup, cette charge affective fait qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur les définitions. Certains estiment que performance économique ou que performance, c'est dans une logique de compétition, par exemple. Mais c'est une des conceptions de performance. On peut considérer que la performance, c'est simplement l'atteinte de ses objectifs. Si on atteint nos objectifs, on est performant. Et
Du coup, on a une très grande variété de conceptions possibles de la performance. Donc on voit bien hein, la charge affective qu'il y a derrière, mais il y a une très grande diversité des conceptions de la performance. Et si nous n'avons pas un vocabulaire commun, c'est difficile de s'entendre. Et donc je pense qu'on voit bien hein, que tout l'enjeu là, c'est qu'on est en train de repenser les modèles de management, les modèles entrepreneuriaux, etc. Et que du coup, il y a un flottement dans l'utilisation du vocabulaire qui fait qu'il y a parfois, on a l'impression de ne pas parler de la même chose alors qu'on parle de la même chose. D'où l'intérêt de travailler là-dessus. C'est justement l'occasion peut-être de vous donner la parole. Lorsque vous avez des porteurs de projets qui réunissent certains des aspects et des profils qu'on a évoqués, comment êtes-vous amené à les accompagner? Est-ce que vous les orientez? Est-ce que vous les prenez en charge? Est-ce que sur vos territoires, il y a des dispositifs particuliers qui amènent à de bons résultats? J'aimerais bien pouvoir vous entendre et pouvoir échanger avec nos intervenants. Bonjour, Laurent, Chambre de commerce de Paris. Sur les réseaux, les choses changent quand même parce que le réseau Entreprendre s'est orienté il y a très récemment. Ils ont publié pour un communiqué de presse, disons qu'ils s'engageaient de plus en plus sur les entreprises à impact. Hein, ils suivent une tendance. De même, l'État demande aux chambres de commerce dans les formations entrepreneuriales d'inclure des modules RSE. Donc effectivement, là, il y a une volonté de bien changer. Par contre, la question se pose lorsqu'on accompagne des entreprises. Quand on dit ESS, c'est d'abord, le premier mot, c'est entreprise. Donc effectivement, il y a des questions de métrique économique à faire respecter à l'entreprise. C'est vrai que dans les réseaux, on est parfois un peu mal à l'aise sur la manière de mesurer les questions. Comment est-ce qu'on met dans des business models ou dans des business plans la partie ESS ou la valorisation de ces choses-là. Et donc c'est peut-être une question pour Jean-Marie Courant, c'est derrière, lorsqu'on développe ces questions de ESS, comment est-ce que les pouvoirs publics prennent en compte la création de valeur qui n'est pas simplement une création de valeur financière, et donc c'est la question du PIB, de la croissance et de toutes ces choses-là. Là, j'avoue qu'il y a des sortes de résistance qu'il y a ou des évolutions qui ne se font pas. Or pourtant, la tendance est là, ça pousse, et il y a une manière sans doute au niveau peut-être même international, de dire mais comment est-ce qu'on prend en compte cette création de valeur qui est liée à de l'engagement sociétal? On ne la prend pas en compte, on ne la mesure pas. Donc, mais tout à l'heure, tu parlais des business models. Ben finalement, hein, le cœur du réacteur, c'est de réfléchir au business model de façon à ce que ces préoccupations sociales, environnementales ou autres trouvent une valorisation, alors soit par le marché, soit par des subventions, et qu'on arrive à un équilibre. Donc le cœur, c'est de repenser le business model de l'entreprise. Et alors les pouvoirs publics peuvent aider à subventionner un peu, faciliter sur des aspects fiscaux, mais il n'y a pas de prise en compte globale de ces logiques. Juste pour compléter un petit peu, effectivement, c'est très compliqué de mesurer, en tout cas pour les RSE, l'impact d'une stratégie RSE dans une entreprise. Il y a une étude qui a été faite en 2016 qui est estimée à plus 13%, je crois, le gain en performance pour les entreprises qui mettaient de la RSE en place. Les chiffres disent un peu ce qu'ils veulent, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on voit tous les jours et qui se démontre, c'est que les entreprises qui mettent en place une stratégie RSE au cœur vraiment de leur modèle résistent mieux aux crises, attirent plus de personnes, arrivent mieux à conserver leurs salariés, sont plus performantes d'un point de vue économique. Donc la RSE, en touchant tous les métiers, apporte de la valeur. Donc après, les chiffres le montrent ou pas, mais en tout cas, ça se démontre concrètement. Nous, nos clients gagnent des appels d'offres parfois à prix égal ou en temps plus cher parce qu'ils ont des vraies approches RSE. Donc c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Après, pour ceux qui ne jureraient
que par la performance économique. Moi, de mon point de vue, on ne peut pas dissocier économie, environnement et social, parce que si on fait l'économie qu'on dépend des deux autres, on arrive à des situations où on est maintenant, c'est-à-dire des situations d'urgence, de crise sociale et environnementale. Mais s'il y a encore des gens dans le monde qui ne jurent que par l'aspect économique, et il y en a, il faut comprendre que la RSE amène aussi la performance économique. En début d'année, Larry Fink, le patron de BlackRock, donc le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, a fait sa lettre aux grands patrons qu'il fait tous les ans, et il a appelé les grands patrons à définir leur raison d'être, donc vraiment à intégrer la mission de l'entreprise. Et ce monsieur, il est à la base quelqu'un qui est de très économique et de financier, qui réfléchit performance économique. Et donc s'il parle de ça, c'est qu'il y a vraiment un intérêt au-delà de l'économie, c'est que même si on croit que à l'économique, eh bien, la RSE est un moyen d'atteindre la performance économique, sauf que les impacts négatifs seront bien moindres, voire seront positifs. Olivier, tu souhaitais réagir ? C'est vrai que c'est compliqué comme question, parce que je fais partie de ceux qui se battent pour dire mais c'est pas parce que c'est de l'économie sociale qu'il n'y a pas de modèle économique, parce que ce sont bien des entreprises. Et en soi, l'économie sociale, ça ne dit rien de si c'est performant, entre guillemets, hein, ou pas performant. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a généralement des modalités de business model, parce qu'on est dans de l'hybridation avec des fonds publics, qui font qu'il faut les aborder autrement. Mais encore une fois, si je prends par exemple la question de la mobilité, il y a deux entreprises, il y a Blablacar qui est connu, etc. Blablacar est structurellement en déficit. Hein. Mais c'est notre super entreprise, etc., qui fonctionne via des fonds d'investissement qui d'ailleurs en général sont étrangers, etc., etc. Donc, le modèle économique d'une entreprise qui est structurellement en déficit, mais qui est notre super entreprise à l'étranger, parce qu'elle est extrêmement bien cotée sur les milieux financiers, elle nous interroge aussi sur concrètement, ça veut dire quoi une entreprise qui a un bon modèle économique. Encore une fois, dans les startups techno que j'ai côtoyées, une batterie de startups, elles se créent au bout de 6 ans, elles n'ont toujours pas 1 euro de chiffre d'affaires qui a été créé. Pas un. Et à elles, on dit, ah, mais c'est bon, il n'y a pas de problème de modèle économique, hein, ça marche. Vous allez rentrer dans les cadres techno, parce que ça, on sait faire. Puis à la fin, vous aurez votre brevet, etc. Donc, il y a aussi une manière d'appréhender les entreprises qui est de dire, mais de quoi on parle sur un modèle économique? Dans la mobilité, le pendant en face, ce serait Cities. Vous connaissez peut-être le réseau autopartage en France. On est sur une entreprise qui est une société, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui est un réseau national, ils font de l'autopartage, etc. Premier réseau national. Donc, c'est pas parce qu'on est de l'ESS qu'il n'y a pas de modèle économique, et ça ne dit rien en fait de est-ce qu'il y a un modèle économique ou pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut réussir à les appréhender avec peut-être des cadres nouveaux, voir de quelle manière ils combinent des modèles, une hybridation avec les dispositifs des politiques publiques, et puis sortir d'une approche, d'une approche, de mon point de vue, très traditionnelle. Vous avez parlé du réseau Entreprendre. Je suis dans le groupe de travail qui accompagne le passage sur les entreprises à impact, pour que justement on se dise, mais finalement c'est la stratégie du chef d'entreprise qui implique. Et le modèle économique qui suivra. Et le modèle économique qui va venir, parce qu'il y a des acteurs qui sont là, qui sont des spécialistes d'accompagnement, qui vont faire en sorte qu'il y ait un modèle économique qui convienne par rapport à la stratégie de l'entrepreneur. Je vais vous donner un exemple par rapport à l'exemple du restaurant tout à l'heure. S'il y a un restaurateur qui monte une entreprise adaptée, c'est-à-dire avec des personnels en situation de handicap, c'est quoi sa performance? Ça peut être soit j'ai envie de monter un restaurant parce que ma performance, c'est que je veux que mon restaurant il permette de recruter plein de personnes handicapées du territoire. Comme ça, il n'y aura plus de personnes handicapées, ou en tout cas, il y en aura moins qui seront au chômage, sans situation compliquée, et j'aurai réussi à les emmener dans un milieu normal d'employabilité. Ça peut être un critère de performance. Mais peut-être qu'il y aura un autre restaurateur qui dira, moi, c'est pas ça que je veux, c'est que je veux montrer qu'on peut faire un resto 3 étoiles avec des personnels qui sont en situation de handicap. La stratégie, là, elle n'est pas du tout la même. Et en même temps, on est bien sur un restaurant qui embauche des personnels handicapés. La question, c'est quand on travaille dans l'accompagnement classique, qu'est-ce qu'on va dire à cet entrepreneur? Est-ce qu'on va lui dire, ok, je comprends que vous avez potentiellement 2 stratégies qui sont différentes, qui sont des stratégies sociales,
dans lequel il y a des enjeux de performance économique. Et mon boulot, c'est de vous questionner sur quelle est votre stratégie et de vous accompagner à créer le modèle. Et non pas de dire, oh là, partez pas sur les personnes handicapées. Ça va faire fuir la clientèle, ils vont pas savoir quoi faire, il va falloir les encadrer, c'est galère. En réalité, c'est ce qu'on leur dit. Puis en plus, derrière, vous allez être financé par les fonds publics, oh là, c'est compliqué, je n'y comprends rien, on laisse tomber. Et de toute façon, pour moi, vous n'êtes pas une entreprise, de toute façon. Donc dans les clubs d'entreprise, c'est même pas la peine de venir. C'est ça la réalité aujourd'hui. Moi, je considère que les 2 premiers, c'est des vrais entrepreneurs. Et il y a des modèles économiques qui fonctionnent. Une autre question, une autre réaction? On a été très clair. Oui. Dans ces 2 économies, ou ces 2 mondes, ou ces 2 écosystèmes, on va dire. Voilà. Et voilà. Et je trouve que les passerelles commencent à arriver, mais qu'elles sont longues à s'installer. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je voudrais savoir ce qui, aujourd'hui, puisque vous avez l'air d'être un petit peu au courant de ce qui se passe à différents niveaux, ce qui pourrait aller vers une transversalité plus importante et une acculturation réciproque. Ça bouge. Moi, je fais assez confiance dans le fait que ça va venir au sein des structures classiques. C'est pas péjoratif quand je dis classique, d'accompagnement. Et ça va venir pour moi, c'est l'entrepreneur qui va changer les choses. Et la question, c'est la façon de ne pas le mettre dans des cases et dans des cadres dans lesquels on va lui dire, faut penser comme ça, vous nous faites votre idée prévisionnelle, votre étude de marché. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fonction de ce que vous voulez, de connaître la bonne manière pour l'accompagner. Dans ces bonnes manières-là, il y a aussi un peu ce qui était tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, être formé au nouveau mode d'entrepreneuriat, et sur ce qu'on relève de l'économie sociale ou comme l'innovation sociale, ça va venir. Après, c'est vrai que c'est un peu long, que en général, c'est pas les formations premières. Proposer des formations innovation sociale à des acteurs de l'accompagnement en entreprise, ça sert à quoi? Donc en général, ils y viennent pas. Je dis ça, on n'en fait pas non plus. Donc c'est pas pour. Mais il y a un changement. Enfin, tout à l'heure, nous on est 3 hommes. Tout à l'heure, il y avait 3 femmes. Nous, on accompagne énormément c'est peut-être un hasard ou pas, sociologiquement, de femmes qui ont entre 30 et 45 ans, qui deviennent mamans et qui se disent, soit un peu ce qui s'est passé là, soit j'étais salarié, je veux autre chose, mais il y a une demande de sens, et je pense que ça va aussi bouger par le public féminin. Il va se dire, mais votre modèle, alors là je vais prendre mon côté sociologue, votre modèle performant masculine, c'est peut-être pas ça en fait qu'on veut. On veut peut-être autre chose, on veut peut-être un truc dans lequel l'accomplissement ou créer, entreprendre, ça veut peut-être dire autre chose. Et quelque part, on s'en fiche d'avoir des seuils de rentabilité incroyables, etc. On veut un autre modèle. Et donc, ça va venir par là. Et à mon avis, ça va venir assez vite. Merci à vous 3, Olivier, Jean-Marie, Sébastien. Comme vous avez pu le voir sur cette table ronde, les besoins des personnes qui montent des entreprises, des activités, c'est autant de besoins qui peuvent être captés par les réseaux d'accompagnement et peut-être de nouvelles pratiques à mettre en place pour pouvoir justement répondre à ces besoins.